Il existe une plante qui a accompagné nos ancêtres européens pendant plus de 10 000 ans, une petite racine discrète mais si riche en nutriments qu'elle a permis de nourrir des villages entiers en temps de famine, de survivre aux glaciations et de constituer une réserve stratégique lors des guerres qui ont marqué le continent. On la retrouve dans des fouilles préhistoriques en France, sur des sites néolithiques en Allemagne et dans les vestiges calcinés de feux de camp découverts dans d'anciens champs britanniques. Elle était si précieuse que d'après divers témoignages archéologiques, les voyageurs la transportaient attachée à leur taille dans de petits sacs en cuir comme réserve alimentaire en cas de mauvaise récolte. Aujourd'hui en France, cette même plante est officiellement classée comme indésirable, un problème agricole, une menace pour les grandes monocultures. Ministères, coopératives et entreprises de protection des cultures publient des rapports complets sur la manière de l'éliminer. Les agriculteurs suivent des formations et reçoivent des fiches pratiques expliquant comment détruire cette plante qui, ironiquement, a nourri les premiers agriculteurs d'Europe occidentale. Et c'est là que commence la question que l'industrie préférerait que personne ne pose. Pourquoi un aliment qui a nourri nos ancêtres pendant des milliers d'années est-il aujourd'hui considéré comme un poison? Bienvenue dans les archives oubliées de l'Europe rurale. Ouvrez cette porte avec précaution, car certaines vérités ne survivent que lorsqu'elles sont racontées. Il y a plusieurs décennies, des archéologues travaillant dans la vallée de la Loire ont fait une découverte singulière dans des couches de sédiments datant de 8 000 ans. De petites racines sphériques, carbonisées, mais encore reconnaissables. Ce n'étaient ni des châtaignes, ni des graines, mais des tubercules. La surprise ne résidait pas dans l'objet lui-même, mais dans le contexte. Ils étaient regroupés dans des paniers en fibres végétales, disposés délibérément à côté d'outils de broyage. Cela indiquait une chose sans équivoque, il ne s'agissait pas de vestiges accidentels, mais d'aliments collectés, conservés et consommés comme un élément essentiel de l'alimentation. La découverte ne s'arrêta pas là. Des échantillons similaires furent mis au jour lors de fouilles en Bretagne. En Catalogne, dans des villages pré-romains, des gisements entiers de la même plante, soigneusement séchés et conservés, furent découverts. Intrigués, les chercheurs entreprirent de reconstituer un puzzle silencieux que l'histoire officielle évoque rarement. Pendant des millénaires, les Européens ont survécu grâce à un tubercule qu'ils tentent aujourd'hui d'effacer de la carte. Au Moyen-Âge, en France, cette plante était simplement appelée noyerette de terre ou parfois amande de terre. Plus tard, les érudits ont identifié son nom scientifique, une parente directe des carex de la même famille que le papyrus d'Égypte. Mais ici, en Europe, elle jouait un tout autre rôle. C'était une source d'énergie facile et rapide, qui poussait sans rien demander en retour. Au Moyen-Âge, les moines bénédictins ont consigné son usage dans des manuscrits conservés aujourd'hui dans les bibliothèques monastiques. Ils décrivent le tubercule comme une nourriture pour les voyageurs, les soldats et les pèlerins. Ils le faisaient l'eau séchée, le broyaient, le mélangeaient à du miel et en faisaient de petits disques nutritifs qui se conservaient plusieurs mois. Certains ordres religieux en préparaient des boissons fermentées, une sorte d'ancêtre rustique de l'horchata qui allait plus tard connaître un grand succès en Espagne. Ce qui est le plus frappant, c'est que cette plante apparaît constamment dans les récits de périodes de crise. Lors de la grande famine de 1315, lorsque les récoltes furent anéanties, les populations rurales survécurent en fouillant le sol à la recherche de ces petits tubercules. Les paysans les appelaient le pain caché de la terre. C'était littéralement leur dernier recours avant la mort. Mais si cette racine était si vitale, si résistante, si utile, pourquoi a-t-elle disparu? C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu, non pas par manque d'utilité, mais parce que le progrès agricole de l'Europe moderne exigeait une maîtrise absolue des sols. La révolution agricole des XVIIIe et XIXe siècles a transformé la terre en machine, or les machines ne tolèrent pas l'imprévisibilité. Le tubercule européen présentait une caractéristique dangereuse pour ce modèle naissant, sa capacité d'autorégénération. Un simple fragment de terre suffisait pour que la plante renaisse au printemps, sans semences achetées, sans engrais, sans le calendrier imposé par les grands propriétaires terriens. Cette autonomie biologique constituait leur force ancestrale. Et, parallèlement, elle fut perçue comme un danger économique. Avec le développement de l'agriculture intensive, les entreprises ont commencé à concevoir des produits pour éliminer tout ce qui échappait au contrôle humain.
Une plante qui pousse sans engrais ne présente aucun intérêt pour l'industrie des engrais. Si une plante entre spontanément en concurrence avec les cultures commerciales, elle devient un obstacle à la rentabilité. Une plante capable de nourrir les populations en période de pénurie, mais non brevetable, est considérée comme inutile dans le système économique moderne. Ainsi, la noyerette de terre, cet aliment ancien européen, est officiellement devenue une mauvaise herbe. C'est ainsi qu'est née l'obsession de la détruire. Dans les années 1960 et 1970, les programmes agricoles ont lancé des campagnes d'éradication massive. Des herbicides ont été spécifiquement mis au point pour cibler la plante. Des entreprises ont commercialisé des produits promettant un contrôle total. Les techniciens recommandaient des traitements répétés pendant plusieurs années. La France elle-même a inscrit la plante sur la liste des espèces nuisibles, encourageant ainsi son élimination. Le discours encore répété aujourd'hui est simple. Le tubercule envahit les champs, réduit la productivité et entrave la gestion agricole. Or, un élément essentiel est toujours omis dans les publications scientifiques. La productivité qu'il est censé entraver est celle des monocultures industrielles et non la productivité alimentaire réelle par hectare. Dans les sols pauvres, secs et malmenés, le tubercule pousse là où rien d'autre ne réussit. Il fournit de la nourriture là où le blé échoue, là où le maïs dépérit, là où le sol ne retient plus les nutriments. Pour les agriculteurs d'antan, c'était une bénédiction. Pour l'industrie moderne, c'est une forme de désobéissance. Des chercheurs indépendants ayant analysé la plante ont découvert des valeurs nutritionnelles impressionnantes. Le tubercule contient une bonne quantité de protéines végétales et tous les acides aminés essentiels. Il est riche en graisses saines, principalement en acides oléiques semblables à l'huile d'olive. Sa forte concentration en fibres et en glucides à digestion lente assure une énergie stable. Il renferme des minéraux essentiels en quantité considérable, magnésium, potassium et fer. Et surtout, il emmagasine tous ces nutriments dans une structure naturelle qui permet de le conserver pendant des années sans réfrigération. Si vous étiez un paysan européen du XIIIe siècle et que vous disposiez d'une petite réserve de ces aliments, vous auriez été en sécurité durant l'hiver, lors d'un siège ou en période de sécheresse. Si vous étiez une famille rurale, pauvre en 1700, vous pourriez survivre dignement même en cas de mauvaise récolte de blé. Et si vous étiez un agriculteur indépendant aujourd'hui, vous pourriez réduire vos coûts en cultivant une plante qui ne nécessite aucun intrant, aucune semence industrielle et aucun engrais chimique. Tout cela représente la liberté. Et la liberté, c'est précisément ce que le système ne tolère pas. Pourquoi dès lors cette plante a-t-elle pratiquement disparu de la mémoire européenne ? Car il n'est pas dans l'intérêt du citoyen lambda de savoir qu'il existe un aliment qui pousse naturellement, sans produits chimiques, sans machines, sans semences achetées chaque année. Il n'est pas dans l'intérêt des entreprises que les gens puissent produire leur propre nourriture à petite échelle. Il n'est pas dans l'intérêt des programmes agricoles qu'une plante ancestrale prouve que le modèle actuel n'est pas aussi efficace qu'il n'y paraît. Ce qui est aujourd'hui considéré comme invasif est souvent simplement ce qui ne dépend pas de l'industrie. Malgré les tentatives d'effacement, ce savoir n'a pas complètement disparu. En Espagne, la culture du souchet a survécu grâce à l'horchata. En Afrique du Nord, les communautés rurales ont préservé les techniques de séchage et de conservation. En France, certains agriculteurs âgés se souviennent encore des récits de leur grand-mère sur les amandes de terre, un savoir enfoui mais non mort. Ces 10 dernières années, le tubercule a discrètement refait surface dans les magasins de produits diététiques sous un nouveau nom, souchet. Vendu comme superaliment, alternative sans gluten, source d'énergie propre, il a permis aux nutritionnistes modernes de redécouvrir ce que les Européens préhistoriques savaient déjà. Et curieusement, pendant ce temps, les institutions agricoles continuent de financer des recherches sur l'éradication de cette plante des champs français. La même espèce que l'on retrouve dans les fouilles néolithiques est la cible d'herbicides de plus en plus agressifs. Le discours officiel reste inchangé, mais la vérité, toujours silencieuse, persiste pour qui sait regarder. Il est impossible de passer à côté de cette tendance. Les aliments non brevetables, qui poussent naturellement et offrent une certaine autonomie, sont constamment sous-évalués. Parallèlement, les plantes dépendantes des engrais, des pesticides et des semences industrielles sont présentées comme essentielles. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle économique. Cette histoire ne se résume pas à un simple tubercule oublié. Elle interroge ceux qui décident de ce que nous appelons nourriture, ceux qui définissent ce qui est utile et ce qui est jetable, et comment un savoir millénaire peut être effacé pour des raisons économiques
et ressusciter uniquement lorsque cela sert les intérêts du marché. La plante ancestrale est toujours là. Elle pousse le long des ruisseaux, dans les sols humides, dans les petits jardins de campagne. Elle germe spontanément, elle persiste sans soin, elle survit sans l'industrie qui tente de l'éradiquer, exactement comme il y a 10 000 ans, et chaque personne qui découvre son histoire retrouve quelque chose qu'elle avait tenté de lui enlever, la conviction que la terre a toujours donné bien plus que ce que l'on nous a fait croire, que la nourriture existe, abondante, gratuite et résiliente, que nos ancêtres n'ont pas survécu par hasard. Ils connaissaient la nature d'une manière qu'ils veulent aujourd'hui nous empêcher de redécouvrir. Maintenant que vous connaissez aussi cette histoire, la plante n'est plus aussi oubliée, et c'est peut-être ce qui effraie ceux qui préfèrent un monde où tout s'achète. Si cette enquête vous a éclairé, soyez attentifs. L'histoire européenne recèle bien d'autres trésors cachés, d'autres secrets enfouis sous le poids des intérêts modernes. Et, dans ces archives, chaque découverte est une part de vérité qu'il est désormais impossible de dissimuler. La porte suivante ouvrira bientôt.